Bonjour, je suis Pénélope. La nuit où mes parents ont abandonné ma sœur et ses bébés dans une tempête de neige, ils l'ont traité de honte et ont claqué la porte comme si de rien n'était. Pas de manteau, pas de pitié, juste la neige, le vent et la trahison. Quand je l'ai découvert, j'ai conduit 9 heures à travers cette tempête pour la rejoindre. Je pensais que j'allais la sauver, mais je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je ne peux toujours pas fermer les yeux sans entendre ce qu'ils ont dit ou voir jusqu'où ils étaient prêts à aller juste pour nous effacer. Avant de commencer, quelle heure est-il là où vous êtes? Et avez-vous déjà été forcé de choisir entre votre propre sang et ce qui est juste? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. La soupe commençait à peine à mijoter et les pommes de terre s'attendrissaient, le léger parfum de romarin s'enroulant dans ma petite cuisine quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je n'ai pas regardé tout de suite. C'était une de ces soirées d'hiver tranquilles où le vent faisait trembler les fenêtres et où la neige assourdissait tous les bruits, comme si le monde entier retenait son souffle. J'ai remué doucement la marmite et j'ai attrapé ma tasse de camomille, pensant que je finirais peut-être ce puzzle sur la table de la salle à manger après le dîner. Puis je l'ai vu. Un appel manqué. Message vocal de ma nièce, Aria. J'ai appuyé sur lecture sans réfléchir, la louche toujours à la main. Tante Pénélope, s'il te plaît. Sa voix était éraillée, coupée par le bruit du vent et ce que je jurerais être des pleurs en arrière-plan. Maman, ils l'ont mise dehors. Il neige tellement fort. Je ne sais pas quoi faire. Ils ont dit que c'est une honte. Ils nous ont fait partir. Nous sommes dehors. Le message s'est terminé dans les grésillements. Je me suis figé. Ma première pensée n'a pas été la peur. C'était l'incrédulité. Puis est venue la piqûre derrière mes yeux, celle que l'on ressent quand une vérité vous frappe si fort qu'elle vous coupe le souffle du déni. J'ai recomposé le numéro avec des doigts tremblants. Pas de réponse. J'ai réessayé. Rien. C'est à ce moment-là que la voix dans ma tête, celle que j'avais appris à écouter après des années à prétendre que tout allait bien, m'a dit de bouger. Maintenant. J'ai retiré la soupe du feu et j'ai laissé tomber la louche dans l'évier, le manche claquant contre la porcelaine. J'ai décroché mon manteau du crochet, rempli le thermos de thé chaud, attrapé 2 couvertures épaisses dans le placard à linge et enfilé mes bottes de neige. Au fond de mon placard, je l'ai trouvé, l'écharpe rouge que grand-mère avait tricotée l'hiver avant de mourir. Je ne l'avais pas portée depuis des années, mais en la jetant sur le siège avant, une pensée m'a transpercé. J'en enroulerais le bébé d'Isolda si je le devais. Cette écharpe contenait plus d'amour dans ses fils que n'importe quelle parole que nos parents aient jamais prononcée. Dehors, le vent hurlait comme s'il était en colère contre le monde. La portière de ma voiture a gémi quand je l'ai refermée, la neige s'accumulant déjà sur le pare-brise. J'ai mis le contact, les mains tremblantes. 9 heures de route à travers une tempête de neige du Minnesota. Mais je n'ai pas hésité une seconde. Isolda. Ma petite sœur. Ma têtue, bruyante, magnifique Isolda, qui avait l'habitude de tournoyer dans le salon avec les talons de maman et d'exiger de l'attention comme si le monde lui devait quelque chose. Elle a toujours été la favorite. J'étais la discrète, l'ombre au bord du cadre sur chaque photo de famille. Mais maintenant, c'était elle qu'ils avaient effacée. Et pourquoi? Parce que son mari l'avait quittée? Parce qu'elle avait eu le culot de vouloir mieux pour ses enfants? Nos parents, qui se souciaient plus des apparences que des gens, s'étaient retournés contre elle au moment où elle avait cessé d'être utile à leur histoire. Une honte, a dit Aria qu'il l'avait appelée. Et pire. Tu as fait ton lit. Maintenant, meurs dedans. J'ai serré les dents et j'ai fait avancer la voiture, les pneus crissant sur la glace alors que je parcourais les premiers kilomètres d'autoroute gelée. La neige ne tombait pas seulement, elle attaquait. La visibilité était peut-être de 3 mètres. Toutes les quelques minutes, je devais à nouveau dégager le pare-brise. Mes doigts me faisaient mal à force de serrer le volant si fort. Et quelque part là-bas, ma sœur se tenait dans ce même froid avec ses filles, l'une d'elles encore en couche. Et la petite Laï, elle avait de l'asthme. À quoi diable pensait-il? Pendant que je conduisais, les kilomètres semblaient plus longs qu'ils n'auraient dû. Mes pensées allaient et venaient entre le présent et le passé, jusqu'à cette nuit en 5e année où nos parents avaient oublié de venir me chercher après ma pièce de théâtre scolaire. J'ai attendu dehors pendant 2 heures sous la pluie. Ils ont dit qu'ils étaient occupés avec le récital de piano d'Isolda. Je me souvenais du froid dans mes os, de la façon dont je guettais les phares, espérant que c'étaient les nôtres.
La lente prise de conscience que personne ne viendrait. Ce même sentiment était de retour maintenant. Mais cette fois, je n'allais pas rester assise à attendre. Quelque part près de Duluth, un camion a dérapé dans ma voie. J'ai fait une embardée brusque, les pneus glissant, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai réussi à reprendre le contrôle juste avant de heurter la glissière de sécurité, je me suis rangé sur le côté et je suis resté assise là, la poitrine haletante, les mains tremblantes. J'ai fermé les yeux et j'ai inspiré profondément. Puis le téléphone a de nouveau vibré. Message vocal. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Isolda, plus faible cette fois. Il a poussé la poussette, a dit que je ne faisais plus partie de cette famille. Aria pleure. Laïa a du mal à respirer. Il y a eu une bousculade, un bruit sourd, le son de quelque chose qui claque. Fiché le camp de notre propriété, a aboyé la voix de notre père au loin, pleine d'une fureur que je n'avais pas entendue depuis que je lui avais dit que je n'irais pas en fac de médecine. Puis seulement le vent et les sanglots. Puis le silence. Le vent dehors hurlait plus fort à mesure que je me rapprochais de Brenner. Mes doigts agrippaient le volant comme si c'était la seule chose qui me tenait debout. Pas seulement à cause de la tempête, mais à cause de tout ce que je venais d'entendre. Je pouvais encore sentir la voix d'Isolda dans ma poitrine, tremblante et dispersée, le cri du bébé s'évanouissant dans les grésillements. Je ne me souvenais même pas des 30 dernières minutes de conduite. Je savais juste que je devais y arriver. Quand j'ai finalement tourné sur le chemin de gravier étroit qui menait à la ferme de nos parents, le monde était encore d'un noir d'encre à l'exception de la lueur de la lumière du Porsche. La neige s'était accumulée si haut sur les bords que la boîte aux lettres ressemblait à un jouet d'enfant enfoui dans du glaçage. Mes phares ont attrapé le contour de la maison. Et pendant un instant, elle semblait exactement comme elle l'avait toujours été, bardage blanc, rampe de Porsche de travers, fumée s'échappant de la cheminée, comme si rien n'allait mal. Sauf que tout allait mal. J'ai mis la voiture en mode stationnement et j'ai sauté dehors. Mes bottes se sont enfoncées profondément dans la neige. Le froid m'a frappé comme une gifle au poumon. Vif, brut, impitoyable. J'ai crié, Isolda, mais ma voix a été engloutie par le vent. J'ai avancé, plissant les yeux à travers les rafales de neige qui brouillaient tout. Puis je l'ai vue, une forme, à moitié ensevelie dans la congère au pied des marches du Porsche. Au début, je ne l'ai pas identifiée comme humaine, juste une masse de tissu et d'ombre. Mais ensuite j'ai aperçu le bord de la mince couverture raidie par le gel et la petite main qui dépassait. Oh mon Dieu, ai-je murmuré en titubant vers elle. Isolda ? Elle n'a pas répondu. Je suis tombé à genoux à côté d'elle. Ses bras étaient enroulés fermement autour des deux enfants, Aria pressée contre sa poitrine, Laïa recroquevillée en dessous. Le bébé tremblait violemment, sa respiration sifflait. Les lèvres d'Aria étaient gercées, ses joues striées de larmes gelées. Et Isolda, ses yeux étaient fermés, son visage était gris cendre, ses lèvres violettes. Une de ses mains était découverte, raide et bleue. J'ai pressé mes doigts contre son cou. Un pouls. Faible, mais présent. Ça va aller. Je suis là, ai-je murmuré, même si je ne savais pas si elle pouvait m'entendre. J'ai sorti les couvertures de mon sac, enveloppant d'abord les filles, puis j'ai drapé la dernière sur ma sœur. J'ai retiré l'écharpe rouge de mon cou et je l'ai enroulée autour de Laï, qui a gémi et si est accrochée comme à quelque chose de sacré. La lumière du Porsche a vacillé au-dessus de nous. J'ai levé les yeux. Il regardait. Le rideau du salon a bougé d'un cheveu, assez pour que je voie la silhouette de quelqu'un qui se tenait là. Puis plus rien. Le rideau est retombé. J'ai attendu, espérant un non, suppliant que l'un d'eux ouvre la porte, sorte, montre une once de décence humaine. Mais rien ne s'est passé. Je me suis levé, les dents serrées, et j'ai crié vers la maison, vous plaisantez ? Elle aurait pu mourir ici. Vos petites filles sont en train de geler. La porte a grincé en s'ouvrant. Clarisse est sortie, enveloppée dans une lourde robe de chambre, tenant une tasse de thé fumante, comme si elle s'apprêtait à savourer une matinée douillette. Son visage était vide, comme si c'était un dimanche comme les autres. Si tu l'emmènes, dit-elle, la voix aussi froide que l'air, tu te débrouilleras seul. Nous en avons fini avec tout ce drame. Je l'ai dévisagé. Du drame ? Vous les avez jetés dehors dans une tempête de neige. Elle l'a bien cherché, a-t-elle dit, sans même jeter un regard aux enfants. Le divorce est un choix. Il y a des conséquences.
Je pouvais sentir quelque chose monter en moi, quelque chose de vif et d'ancien. Vous préféreriez laisser vos propres petites filles mourir dans la neige plutôt que d'admettre que vous aviez tort. Derrière elle, j'ai entendu du mouvement. Puis la voix de notre père a retenti de l'intérieur de la maison. Elle a fait son choix. Nous avons fait le nôtre. Je me suis approché du porche, les yeux brûlants. Elle a choisi la survie. Vous avez choisi la cruauté. Clarisse n'a pas bronché. Ne reviens pas ici chercher de la sympathie, Pénélope. Tu n'as jamais été très différente. C'en était trop. Je me suis retourné sans un mot, je me suis penché et j'ai soulevé doucement Isolda dans mes bras. Elle était plus légère que dans mes souvenirs, comme si toute sa combativité s'était envolée. J'ai guidé Aria et Laï vers la voiture, en gardant les couvertures bien enroulées autour d'elle. La porte a claqué derrière moi. Alors que je les installais sur la banquette arrière, Aria a attrapé mon écharpe, toujours serrée dans sa petite main. Elle m'a regardé avec de grands yeux gonflés et a murmuré « Tu es venu ». J'ai hoché la tête, essayant de sourire, même si ma gorge se serrait. Je me suis glissé sur le siège du conducteur et j'ai appelé le 911 avec des mains tremblantes. La voix du répartiteur était calme, professionnelle. J'ai donné l'adresse, expliqué la situation, leur ai dit que je conduisais déjà vers l'hôpital le plus proche. Et puis j'ai murmuré quelque chose que je n'avais pas osé dire à voix haute depuis des années. Ils ne nous toucheront plus jamais. Ni moi, ni elle, ni les enfants. Pendant que je conduisais, je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur. La tête d'Aria reposait sur la poitrine de sa mère. Laï toussait encore, mais ses yeux étaient ouverts maintenant, vitreux mais éveillés. 30 minutes plus tard, les portes des urgences se sont ouvertes alors que je courais à l'intérieur, le bébé dans les bras. Les infirmières se sont précipitées pour les prendre, pour les amener à la chaleur et à la lumière. L'une d'elles m'a prise à part doucement, ses yeux sérieux. « Vous avez de la chance », a-t-elle dit. Quelques heures de plus, et les poumons du bébé se seraient effondrés. Et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire, quelqu'un m'a signalé pour enlèvement. La salle d'attente était un flou de lumière blafarde et de silence antiseptique. J'étais assise, affalée sur l'une des chaises en plastique dur, serrant une tasse de café d'hôpital tiède qui ne réchauffait que mes paumes. Dehors, le vent poussait encore des nappes de neige contre les grandes baies vitrées, et les chasse-neige n'avaient même pas encore atteint cette zone. Isolda était stable, disait-il. Laï avait reçu de l'oxygène, et Aria, que Dieu la bénisse, n'avait pas lâché mon écharpe jusqu'à ce que l'infirmière la lui retire doucement des doigts. Je pensais que ce serait le pire. Je pensais que nous avions dépassé le point de danger. Puis une femme en cardigan bleu marine avec un mince dossier sous le bras s'est approchée. Elle ressemblait à quelqu'un d'une bibliothèque, gentille même, jusqu'à ce qu'elle dise « Pénélope Morgan ?» Je me suis levé instinctivement. Oui. Elle m'a montré son badge. Je travaille pour les services de l'enfance et de la famille. Je dois vous parler. Mon cœur a raté un battement. À propos de quoi? Un signalement a été déposé, affirmant que vous avez enlevé 2 enfants mineurs sans le consentement du parent ayant la garde. Quoi? Ma voix s'est brisée comme de la glace sous les pieds. Elle a parlé doucement, comme si j'étais déjà coupable, mais qu'elle ne voulait pas faire de scène. Le signalement est arrivé ce matin. Les grands-parents, monsieur et madame Ellis, ont dit qu'ils vous ont vu emmener les enfants de leur propriété au milieu de la nuit sans permission. Je l'ai regardé, l'incrédulité montant dans ma poitrine comme une nausée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Isolda est leur mère. Elle était inconsciente dans la neige. Je l'ai amenée ici avec les enfants pour leur sauver la vie. Les yeux de la femme n'ont pas bougé. Votre sœur peut-elle le vérifier? Elle est sous sédatif, ai-je répondu. Elle a à peine repris connaissance. Elle n'est pas en état de répondre aux questions. Nous devons quand même lui parler, a-t-elle dit. Le rapport vous accuse d'avoir agi de votre propre chef, sans égard pour le bien-être des enfants. Le café a glissé dans ma main et s'est renversé sur le sol, sans que je m'en aperçoive. Je me suis assise lentement, soudainement chancelante. Je savais que mes parents étaient durs, contrôlants, mais ça, ils essayaient de retourner la situation, de transformer ce que j'avais fait, ce que je devais faire, en une arme. Et le pire? Ils savaient exactement comment s'y prendre. Alors que je regardais l'assistante sociale se diriger vers le poste des infirmières, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de choc, mais de reconnaissance.
Parce que j'avais déjà vu ce genre de retournement de situation. Il y a 6 mois, à Thanksgiving, nous nous étions tous réunis dans cette même maison froide, ce même salon trop propre avec des chaises raides et des conversations si tendues qu'elles auraient pu couper du verre. Mon père s'était levé, un verre à la main, et avait porté un toast. À la famille, avait-il dit, et à ceux qui l'honorent avec loyauté et engagement. Comme Ethan. Il avait fait un signe de tête vers le mari d'Isolda. Un homme qui pourvoit, protège et reste. Il ne m'avait pas regardé en disant cela. Il n'en avait pas eu besoin. Cette nuit-là, j'étais allé à la cuisine chercher de l'eau et j'avais entendu des voix s'élever à l'étage. Je connaissais ce ton. Je l'avais assez entendu dans mon propre ancien mariage pour reconnaître le serpentement sous-jacent. En m'approchant doucement des escaliers, j'avais saisi un mot. « N'élève pas la voix sur moi », avait dit Isolda. Et puis un fracas, quelque chose qui se brisait. Je suis allé la voir le lendemain. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Je lui ai demandé doucement s'il avait fait quelque chose. Elle n'a pas nié. J'en ai parlé à maman et papa, a-t-elle murmuré. Ils ont dit, certaines choses se règlent mieux derrière des portes closes. J'avais porté cela en moi depuis. Pas seulement le souvenir, mais le message. Leur silence n'était pas passif. C'était une politique. C'était une protection pour les apparences, pour le statut, pour une idée tordue de la dignité. Maintenant, nous en étions là. L'infirmière s'est approchée et a posé doucement une main sur mon épaule. Votre sœur vous demande. Je l'ai suivie dans le couloir, passant devant des portes stériles et des machines bourdonnantes, jusqu'à ce que j'entre dans la pièce sombre. Le visage d'Isolda avait meilleure mine. Le rose revenait sur ses joues, mais elle semblait toujours vide, comme quelqu'un qui avait épuisé ses réserves. Elle a attrapé ma main. Ils essaient de prendre les filles, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ils ont déposé un rapport. Ils ont dit que je les avais emmenés sans permission. Sa mâchoire a tremblé. Ils ont essayé d'obtenir la garde le mois dernier. Je me suis figé. Quoi? Ils ont déposé une requête d'urgence, a-t-elle dit d'une voix rauque. Ils ont dit au tribunal que j'étais instable. Que le divorce m'avait rendu irrationnel. Que j'exposais les enfants au danger. J'ai senti le sol basculer sous moi. Ils essaient de t'effacer. Elle a hoché la tête, les yeux vitreux. Ils ne se soucient pas de moi. Ils ne l'ont jamais fait. Ils veulent juste le contrôle. Et ils brûleront tout pour le garder. Je suis resté assise avec elle en silence pendant un long moment. Puis je suis sorti dans le couloir et j'ai sorti mon téléphone. Annelise, ai-je dit quand mon ancienne colocataire d'université a décroché. J'ai besoin de ton aide. Tu es toujours dans ce cabinet de droit de la famille, n'est-ce pas? Elle n'a pas posé de questions, elle a juste dit, raconte-moi tout. Je lui ai parlé de la nuit, du Porsche, du gel, du bébé qui respirait à peine, et maintenant de ça. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que mes mains tremblaient. J'ai baissé les yeux et j'ai remarqué l'écharpe, mon écharpe rouge, toujours nouée autour de mon poignet. Elle était humide, tachée par la neige et les larmes, mais elle était chaude. Elle était encore chaude. J'ai resserré le nœud. Je n'allais nulle part. Puis un policier est entré dans le hall, balayant la pièce du regard. Madame, a-t-il appelé. Je dois vous parler au sujet du signalement pour mise en danger d'enfant. Et d'un coup, je n'étais plus seulement la sauveuse. J'étais maintenant l'accusée. J'ai suivi le policier dans le couloir silencieux de l'hôpital, chaque pas résonnant plus fort qu'il n'aurait dû. Les néons au-dessus de ma tête bourdonnaient faiblement, le genre de son qui s'enfonce dans votre crâne et y reste. J'étais encore humide de la tempête, mes bottes laissant de légères traces de neige fondue sur le linoléum. Dans le hall, il a fait un signe de tête vers les portes. Nous allons devoir vous poser quelques questions. Vous pouvez venir avec moi ou suivre dans votre propre voiture. J'ai jeté un coup d'œil vers l'aile pédiatrique où Isolda et les filles se remettaient encore. Je ne voulais pas les quitter, mais je savais aussi à quoi ressemblerait un refus. J'ai hoché la tête. Je viens avec vous. Le trajet fut silencieux. J'étais assise sur la banquette arrière, les mains serrées sur mes genoux, regardant les arbres couverts de neige défiler. Mon écharpe rouge, maintenant incrustée de givre aux extrémités, reposait sur mes genoux comme une relique oubliée. Au moment où nous sommes arrivés au poste, le soleil commençait à peine à se lever derrière les nuages, jetant une lumière pâle et terne sur le parking glacé.
Le policier m'a conduite à l'intérieur et dans une petite pièce avec une table en métal, 2 chaises et un miroir dont je n'avais pas besoin qu'on me dise qu'il était sans teint. Je me suis assise. Mon manteau était encore mouillé, et le froid de la tempête n'avait pas quitté ma peau. Le policier, un grand homme nommé Ramos, s'est assis avec un mince dossier. Il n'était pas hostile, mais il affichait le vide professionnel de quelqu'un qui avait entendu toutes les histoires et ne réagissait plus. Il a ajusté le dossier, l'a ouvert et a commencé. Le rapport dit que les enfants ont été emmenés de la maison de leurs grands-parents vers minuit lors d'une dispute animée. La grand-mère prétend que vous avez agi sans avertissement et que vous avez des antécédents documentés de comportement erratique. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Il n'a pas levé les yeux. Elle a mentionné un incident de vos années d'université. Quelque chose à propos d'une dépression nerveuse. J'ai senti mon estomac se tordre. C'était il y a plus de 10 ans, ai-je dit, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Je traversais une période difficile après une rupture et les examens. J'avais fait confiance à ma mère pour ça. Elle était la seule à qui je l'avais dit. Il a enfin croisé mon regard. Elle a dit qu'elle craignait pour la sécurité des enfants s'ils restaient sous votre garde. J'ai appuyé ma paume contre la table en métal froid. Ai-je l'air instable en ce moment, officier ? J'ai conduit à travers une tempête de neige pour maintenir ma sœur et ses filles en vie. Quand je les ai trouvées, elles étaient à moitié gelées, assises sur le porche en chaussettes et en pyjama. Il a hoché la tête lentement. Je suis juste là pour recueillir les dépositions. Ma sœur se remet. La petite avait les lèvres bleues quand je l'ai prise. Voulez-vous des photos ? J'ai des photos. Je n'ai enlevé personne. Je les ai sauvés. Il a laissé échapper un léger soupir. Et la dispute à laquelle les grands-parents ont fait référence ? Il n'y a pas eu de dispute, ai-je dit sèchement. J'ai frappé. Personne n'a répondu. Isolda était effondrée dans la neige. Je l'ai enveloppée dans mon manteau et j'ai porté les filles jusqu'à la voiture. Il a écrit quelque chose, puis a demandé, « Êtes-vous au courant que vos parents demandent non seulement la garde, mais aussi une ordonnance de restriction temporaire contre vous et votre sœur ?» Cela m'a laissé sans voix. Il invoque une perturbation de la paix familiale, a-t-il ajouté, et prétendent que les enfants sont exposés à une instabilité émotionnelle. J'ai ri une fois, amèrement. Alors maintenant, dire la vérité perturbe leur paix ? Il n'a pas répondu. Et c'est là que j'ai réalisé qu'ils ne se contentaient pas de défendre leurs actions. Ils réécrivaient l'histoire. Se peignant comme des victimes, des protecteurs de l'ordre familial, tout en nous présentant en moi, la responsable comme le problème. Mon esprit est revenu à un événement à l'église 2 ans plus tôt. J'étais arrivé seul. Mes parents organisaient une sorte de collecte de fonds pour l'unité communautaire. Je me souviens de ma mère serrant son collier de perles en se présentant à des étrangers. Nous sommes la famille Ellis, disait-elle fièrement. Nous avons toujours défendu l'unité, l'engagement, l'héritage. Nos filles ont été élevées dans la tradition de la loyauté et de la grâce. Puis elle s'était penchée vers moi entre 2 bouchées de gâteau au citron et avait murmuré, « Tu pourrais encore te remarier, tu sais. Il n'est pas trop tard. Personne ne veut d'une femme qui reste seule trop longtemps. » Et à Isolda plus tard, alors que nous chargions des plats dans la voiture, « Ethan s'est peut-être égaré, mais il est toujours ton mari. » Une famille n'est pas une chose que l'on abandonne simplement quand ça devient inconfortable. Je me souviens l'avoir regardée à ce moment-là, la façon dont elle pouvait manier un sourire comme une lame. Et j'ai réalisé quelque chose à cet instant, assise sous la lumière crue de la salle d'interrogatoire. Peut-être qu'il ne nous avait jamais protégés du tout. Peut-être qu'il protégeait simplement l'image de nous. Mon enfance m'est revenue en mémoire. Les queues de cheval serrées, les robes du dimanche repassées, les règles sur le fait de s'asseoir droit, de parler doucement et de toujours sourire même quand ça faisait mal. Le silence n'était pas seulement préféré. Il était exigé. Maintenant, ce même silence était devenu une arme pointée droit sur nous. J'ai levé les yeux vers le miroir sur le mur. Mon reflet me fixait, plus pâle que dans mon souvenir. L'écharpe rouge était toujours là, mais cette fois enroulée serrée à mon cou. Pas comme un réconfort, plutôt comme une contrainte. Cette même écharpe que j'avais enroulée autour d'Aria quand nous avions couru à la voiture. Cette même écharpe que je portais la nuit où mes parents ont traité ma sœur de honte et l'ont laissée dans la neige. La porte s'est ouverte avec un déclic, me sortant de ma spirale. L'officier Ramos est revenu, m'a tendu un papier et a dit « Vous n'êtes pas inculpé,
mais ils ont engagé une procédure de garde d'urgence. Vous feriez mieux de prendre un avocat. J'ai hoché la tête, engourdi, et je suis sorti dans la matinée grise. La neige s'était transformée en neige fondue. J'étais à mi-chemin du parking quand mon téléphone a sonné. Le nom d'Isolda a clignoté sur l'écran. J'ai répondu rapidement. Salut, je suis sur le chemin du retour. Sa voix a percé, cassante et effrayée. Pénélope, ils viennent chercher les enfants. Une assistante sociale vient de partir. Ils ont demandé une ordonnance de retrait d'urgence aujourd'hui. J'ai arrêté de marcher. Mon écharpe, mon souffle, mon espoir, tout s'est suspendu en l'air. Je me souviens à peine du trajet de retour au motel. Mes mains agrippaient trop fort le volant, et les lumières du tableau de bord se brouillaient à travers un voile d'épuisement. L'appel d'Isolda tournait en boucle dans ma tête. Ils viennent chercher les enfants. Une assistante sociale vient de partir. Quand je suis arrivé sur le parking, le ciel s'était estompé en une nappe grise et plate. Pas de soleil, pas de neige, juste ce silence étrange et suspendu qui suit une tempête mais précède le début d'une autre. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis un moment, laissant le chauffage tourner tandis que je regardais le sac de course sur le siège passager. Il ne contenait que le strict nécessaire, flocons d'avoine instantanés, compote de pommes, lait, craquelin. Mais il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Peut-être parce que je savais que ce ne serait pas assez. À l'intérieur, la chambre de motel sentait légèrement l'eau de javel et la moquette humide. La lumière au-dessus de la table de chevet vacillait, projetant de longues ombres qui rendaient tout plus petit. Isolda était allongée, recroquevillée sur le lit du fond, les filles enlacées à côté d'elle sous une mince couette. Son visage était pâle. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. J'ai apporté de la nourriture, ai-je dit doucement, posant le sac sur la commode. Elle a fait un léger signe de tête, les yeux mi-clos. Nous n'avons pas beaucoup parlé. J'ai versé du jus dans un gobelet en plastique, réchauffé un sachet de flocons d'avoine au micro-ondes, puis j'ai cassé des craquelins en petits morceaux pour qu'Aria puisse les grignoter quand elle s'est agitée. Nous sommes restés assis en silence, écoutant le bourdonnement du chauffage et le bruit sourd occasionnel de pas dans le couloir. Quand Isolda m'a enfin regardé, sa voix n'était qu'un fil. « Tu crois qu'ils vont les prendre ?» J'ai fait une pause, ma cuillère à mi-chemin de ma bouche. Pas sans se battre. Mais même en disant cela, quelque chose s'est tordu en moi. Parce que ce n'était plus seulement une question d'indignation. Ce n'était même plus une question de ce qui était juste. C'était une question de pouvoir. Qui l'avait, qui pouvait contourner les règles, et qui il pouvait écraser sous le prétexte des valeurs familiales. Après le dîner, je suis allé dans la salle de bain. J'avais besoin d'une minute. J'ai fermé la porte doucement, allumé le ventilateur et je me suis assise lourdement sur le bord de la baignoire. Puis je me suis laissé glisser sur le carrelage et j'ai appuyé ma tête contre la céramique fraîche. Ma respiration venait par vagues courtes. J'avais essayé d'être intelligente, calme, calculée. Je les avais raisonnés, j'avais fait preuve de compassion, et pourtant, ils avaient tordu tout ce que je faisais et tout ce que j'étais en une menace. Ils se servaient du système comme d'un pied de biche pour nous séparer, un papier à la fois. J'ai couvert ma bouche avec ma main, comme si cela pouvait contenir la douleur qui montait dans ma poitrine. Et d'un coup, j'avais de nouveau 10 ans. J'avais fait tomber un vase en porcelaine, un héritage du côté de ma mère, en époussetant les étagères de la salle à manger. Le fracas a résonné comme un coup de feu. En quelques heures, j'ai été convoqué dans le salon où toute la famille élargie s'était réunie après le déjeuner du dimanche. Je suis restée là, tremblante, pendant que mon père parlait de responsabilité, de discipline et des conséquences du manque de respect. Ma mère hochait la tête solennellement, les bras croisés. Personne ne m'a demandé si j'allais bien, si j'avais peut-être besoin d'un câlin ou si j'avais juste peur. Je n'étais pas leur fille à ce moment-là. J'étais une tâche qu'ils nettoyaient publiquement. Même alors, j'ai appris que l'amour dans notre maison était conditionnel, basé sur la performance. On obtenait la grâce quand on jouait le rôle, mais si on faiblissait, même par accident, on était puni jusqu'à ce qu'on apprenne à sourire à travers la douleur. J'ai ravalé mes larmes, soudainement en colère contre moi-même de porter encore ces souvenirs comme une vérité sacrée. Quand j'ai rouvert la porte de la salle de bain, la pièce s'était assombrie. Isolda dormait maintenant, une main posée sur le dos de la petite Laï. Aria s'était retournée, sa joue pressée contre mon écharpe, pliée comme un oreiller de fortune sous sa tête. D'une manière ou d'une autre, dans le flou de notre fuite,
elle avait fini dans le lit avec elle. Cette écharpe avait été enroulée autour de mon cou quand je les avais ramassées sur ce porche gelé. Elle avait recueilli le sommeil, les larmes et le souffle de 2 bébés s'accrochant à la vie. Maintenant, elle en berçait une comme si c'était sa destinée. Je me suis assise sur le bord du lit et je les ai regardés dormir. Le silence était lourd mais pas vide. Il contenait tout ce que je n'avais pas dit à voix haute. La peur, la culpabilité, le cri silencieux que peut-être, juste peut-être, tout cela était de ma faute. Et si j'avais empiré les choses? Et si en me précipitant, j'avais donné à nos parents les munitions dont ils avaient besoin? J'ai regardé le plafond et j'ai murmuré, ai-je eu tort de venir? Pas de réponse, bien sûr. Juste le rythme lent des respirations d'un tout petit et le bourdonnement du vieux radiateur qui se mettait en marche. Je me suis levé et j'ai doucement retiré l'écharpe de sous la tête d'Aria, la lissant sur mes genoux avant de la plier soigneusement. Je l'ai aplatie avec mes paumes, non pas comme un souvenir, mais plutôt comme un drapeau que je n'étais pas encore prête à hisser mais que je n'allais pas non plus enterrer. S'ils veulent la guerre, ai-je murmuré en posant l'écharpe à côté de la tête de ma sœur, ils auront une guerre. Mais pas celle à laquelle ils s'attendent. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je voie son nom. Alyssa Banbridge. Elle me tressait les cheveux dans la chorale du lycée. Puis elle est partie en fac de droit et s'est fait un nom dans le contentieux des entreprises. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Mais à ce moment précis, j'avais besoin de quelqu'un qui savait ce que signifiait être sous-estimé et de quelqu'un qui ne devait rien à mes parents. J'ai appuyé sur appeler. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Pénélope? Salut, ai-je dit, la voix ferme. J'ai besoin d'une faveur. Je dois trouver tous les documents juridiques que mes parents ont signés au cours des 15 dernières années, en particulier tout ce qui concerne la tutelle, les fiducies ou l'immobilier. Il y a eu une pause. Puis, qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard, ai-je dit. Mais aussi, peux-tu vérifier quelque chose pour moi? J'ai besoin de savoir exactement comment la fiducie familiale a été mise en place. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Et s'ils en avaient fait une? J'ai laissé le silence planer entre nous. Compris, a dit Alyssa, son ton changeant. Je m'en occupe. J'ai terminé l'appel et je me suis adossé au mur, le téléphone sur mes genoux, fixant la fissure dans le plafond au-dessus de moi. Parce que s'ils allaient nous traîner dans le feu, je m'assurerais qu'il y brûle aussi. L'appel avec Alyssa s'est terminé juste avant l'aube. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assise près du chauffage, l'écharpe toujours pliée sur mes genoux, regardant la fenêtre se brouiller de brume glaciale. Au moment où la lumière a commencé à percer à travers les fentes des stores, j'avais préparé des vêtements de rechange, embrassé le front d'Isolda et laissé les filles encore recroquevillées comme des virgules sous la couverture. Alyssa avait déjà envoyé un message. Retrouve-moi au bureau. Le café est prêt. Je suis arrivé juste après 7 heures. Son bureau se trouvait au 2e étage d'un vieil immeuble en briques près du palais de justice, silencieux, sans prétention, le genre d'endroit où des choses sérieuses se passent derrière des portes closes. Alyssa a ouvert la porte pieds nus, un cardigan glissant d'une épaule, des bloc-notes juridiques empilés sur le bureau derrière elle. J'ai commencé à creuser à 3 heures du matin, a-t-elle dit en me faisant signe d'entrer. J'espère que tu as apporté de la patience. J'ai hoché la tête. Et de l'entêtement. Nous avons passé des heures à éplucher des fichiers numérisés, des classeurs poussiéreux et de vieux PDF de son serveur. Les documents de la succession de ma famille étaient plus propres que je ne l'attendais, presque trop propres, le genre de propreté qui ne vient que lorsque quelqu'un a quelque chose à cacher. Puis, enfoui à mi-chemin d'un dossier numérisé intitulé Archives Succession Grand-Père 2006, nous l'avons trouvé. Un vieil amendement à la fiducie familiale, d'un accent grave peine une page. Un langage simple, signé par mon grand-père avant sa mort et jamais mis à jour par la suite. Si un bénéficiaire est déclaré inapte à être parent ou à gérer des héritiers mineurs, lisait-on, tous les bénéfices attribués seront transférés intégralement aux plus proches parents par le sang ayant la garde exclusive des dits mineurs. J'ai fixé la ligne pendant un long moment. Ils ne l'ont jamais amendé. Alyssa a secoué la tête lentement. Si tes parents poursuivent leur affirmation qu'Isolda est inapte et réussissent, cette clause s'active. Et par défaut, tu obtiens tout. Les pleins droits de la fiducie, la supervision des biens, même le vote sur les avoirs familiaux. J'ai laissé cela s'imprégner. Alors, dans leur empressement à la punir, ils m'ont peut-être tout donné. Ils n'en ont aucune idée, ai-je murmuré.
Ils ne lisent pas les petits caractères, a répondu Alyssa. Mais toi, si. Ces mots ont allumé quelque chose en moi. Un feu lent et silencieux. Pas de la rage, pas même de la vengeance, juste de la clarté. Nous avons imprimé 3 copies, les avons fait notarier, et j'ai signé la première requête pour demander la tutelle temporaire. Le silence dans la pièce pendant que je signais était vif. Final. Plus tard, nous avons quitté le bâtiment ensemble, le dossier en papier sous mon bras. Dehors, le parking était presque vide, à l'exception de quelques berlines couvertes de givre et d'un seul VUS noir. Trop neuf, trop poli pour ce quartier endormi de la ville. Mon estomac s'est noué. Il se tenait près de l'arrière de la voiture. Mon père dans son long manteau de laine. Ma mère avec cette écharpe beige qu'elle serrait toujours comme des perles quand elle avait besoin d'avoir l'air respectable. Leurs yeux m'ont trouvé à l'unisson. La bouche de mon père s'est tordue. Toujours à jouer les sauveuses, Pénélope? Ma mère a souri, trop doucement. Tu as toujours aimé le rôle de la martyre. Comme ça doit être épuisant, de constamment nettoyer ses dégâts. Je n'ai pas bronché, j'ai simplement marché vers eux, lentement et calmement. En fait, ai-je dit, je fais juste ce que vous m'avez appris, utiliser les règles pour protéger le pouvoir. Les sourcils de ma mère se sont froncés, le sourire s'effaçant. J'ai gardé mon regard sur mon père. La seule différence, c'est que moi, je lis vraiment les petits caractères. Il s'est raidi. Son visage, habituellement si composé, a perdu sa couleur. Ma mère a attrapé son bras. Et moi, je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas souri. Je les ai juste regardés comme quelqu'un qui voit l'océan se calmer après des années de tempête. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ils n'avaient pas de scénario. Ils ne savaient pas ce qui allait suivre. Je suis passé devant eux, sans un regard en arrière, et Alyssa m'a rattrapé alors que j'atteignais sa voiture. Elle m'a regardé de côté. C'était glaçant. Je n'ai pas répondu, j'ai juste ouvert la portière passager et je me suis assise, le cœur battant de quelque chose de nouveau. Pas de la peur, pas du triomphe, juste un but. Alors qu'Alyssa démarrait le moteur, j'ai sorti mon écharpe de mon sac et je l'ai nouée autour de la poignée au lieu de mon cou. Elle flottait là dans le vent usé, effiloché, encore humide du chauffage de la chambre de motel mais ce n'était plus un bouclier. C'était maintenant une bannière. Nous étions à mi-chemin du parking quand Alyssa m'a de nouveau jeté un regard. Tu sais, si tu déposes cette requête, ils vont riposter durement, n'est-ce pas? Je n'ai pas hésité. J'y compte bien. Je me suis adossé sur le siège passager, entendant à peine le bruit de la portière se fermer à côté de moi. Le dossier reposait sur mes genoux, encore chaud de l'imprimante d'Alyssa. Mes doigts ont tracé le bord de la clause de la fiducie, celle qui, si le destin le voulait, pourrait tout changer. Mais le destin n'était pas le seul enjeu. Alyssa a jeté un coup d'œil. Tu es prête? J'ai hoché la tête une fois. Allons-y. Le palais de justice avait l'air différent cet après-midi-là. Moins intimidant, plus performatif, comme une scène préparée pour une pièce que personne n'avait répétée mais que tout le monde prétendait connaître. À l'intérieur, la salle d'audience était plus froide que dans mes souvenirs, même avec le chauffage qui bourdonnait dans le coin. Mes parents étaient déjà assis à la table de gauche. Leur avocat, Maître Calder, se tenait raide à côté d'eux, des papiers disposés comme des armes sur le bureau. Ma mère portait un chemisier lavandou. Mon père avait le même costume bleu marine qu'il portait à ma remise de diplôme universitaire, celle où il était parti avant même que mon nom ne soit appelé. Alyssa et moi avons pris place de l'autre côté. Elle a ouvert son classeur avec un calme professionnel. Je suis restée silencieuse, tenant l'unique page qui pouvait tout réécrire. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. Sa voix était posée, polie. Nous sommes ici pour évaluer la tutelle temporaire des mineurs E.H. Sloan, résidant actuellement avec Madame Pénélope Sloan, à la lumière de la demande de la famille pour une réattribution légale. Alyssa s'est levée la première. Votre honneur, avant de procéder, nous demandons à la Cour d'examiner une clause de la fiducie familiale mise à jour en 2006. Cette clause stipule clairement que si un membre de la famille est jugé inapte à être parent de mineurs, la tutelle et le contrôle de la fiducie sont automatiquement transférés aux plus proches parents ayant la charge à plein temps des dits mineurs. Elle a transmis le document. Le juge a parcouru la page, a ajusté ses lunettes et a levé les yeux. Ceci n'a pas été annulé? Non, votre honneur, a dit Alyssa.
Il reste tel qu'exécuté et notarié en dernier lieu. Un silence s'est étiré juste assez longtemps pour qu'une lueur d'espoir m'atteigne. Puis Calder s'est levé. Avec respect, votre honneur, nous avons ici une renonciation signée datée de 2014, où Madame Sloan a volontairement renoncé à toute prétention à la tutelle, citant des problèmes de santé personnelle. Ma tête s'est redressée d'un coup. Il a sorti un autre document. Ma signature me regardait, inclinée, soignée et indubitablement la mienne. Sauf que je n'ai jamais signé ça. J'ai regardé Alyssa, mais elle parlait déjà. Votre honneur, nous contestons l'authenticité de ce document. Ma cliente n'a aucun souvenir d'avoir jamais signé une telle renonciation, et nous demandons une analyse graphologique et criminalistique du document avant qu'il puisse être pris en considération. Le juge a froncé les sourcils. Dans ce cas, nous allons ajourner pour vérification. Aucune mesure ne sera prise jusqu'à ce que l'authenticité soit confirmée. Coup de marteau. Silence. Puis des chaises qui raclent alors que tout le monde se lève. Alors que nous rangions nos affaires, ma mère est passée, assez près pour que je sente son parfum de rose, assez près pour l'entendre murmurer comme un serpent, « Tu crois que tu es la plus intelligente ? Nous jouons à ce jeu depuis plus longtemps que tu ne respires. » Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas bronché. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Nous sommes sortis par le couloir latéral, l'écho des pas rebondissant sur le carrelage. Une fois dehors, je me suis appuyé contre le mur de briques froid, la poitrine serrée. Cette signature. Je savais qu'il mentirait. Je ne pensais juste pas qu'il mentirait aussi bien. Les heures ont passé. Je ne me souviens pas du trajet, juste qu'il pleuvait au moment où nous sommes arrivés au centre communautaire. Isolda y avait organisé une réunion avec une assistante sociale pour discuter des prochaines étapes pour le logement, la scolarité, tous les morceaux de sa vie qu'ils avaient essayé de lui arracher. Je suis resté dans la voiture, regardant à travers le pare-brise. Des gouttes de pluie dansaient sur la vitre comme 1000 questions silencieuses. Et maintenant ? Si je poussais plus fort, il déformerait tout, me ferait passer pour une nièce avide de pouvoir volant des enfants et des fonds de fiducie. Mais si je reculais, il gagnerait à nouveau. Il gagnait toujours. Le silence était comme se noyer dans le brouillard. Puis, un mouvement. Un scintillement à travers la fenêtre du refuge. Une adolescente, peut-être 14 ans, assise près du chauffage, les bras croisés sur sa poitrine. Ses poignets étaient nus, à l'exception de quelques marques sombres qui dépassaient de ses manches. Elle a levé les yeux et a croisé mon regard à travers la vitre. Elle n'a pas détourné les yeux. Je n'ai pas bougé au début, mais ensuite j'ai attrapé l'écharpe dans mon sac, celle que j'utilisais pour me protéger quand tout semblait trop à vif. Je suis entré dans le centre, je me suis approché d'elle lentement, je me suis agenouillé à côté de sa chaise. « Ça va ?» ai-je demandé doucement. Elle n'a pas répondu, elle s'est contentée de me regarder. J'ai tendu l'écharpe, l'enveloppant légèrement autour de ses épaules. « Ça va aller. Ne les laisse pas te rabaisser. » Elle a cligné des yeux une fois et a hoché la tête. C'est tout. Dehors, la pluie n'avait pas cessé, mais je me sentais plus au chaud. Pas réconforté, juste stable. L'écharpe ne m'appartenait plus. Elle était devenue autre chose. Alyssa attendait près de la voiture quand je suis revenu. « Tu es sûre d'être prête pour ce qui va suivre ?» Je l'ai regardée. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. S'ils veulent une guerre dans l'ombre, j'amènerai le feu au tribunal. Je suis remonté sur le siège passager. L'air me mordait les joues, et des flocons de neige descendaient doucement, tout comme la première nuit où tout a commencé. Alyssa marchait à côté de moi, son manteau boutonné jusqu'au cou, portant nos dossiers. Sa mâchoire était serrée. « Ils ont amené la presse aujourd'hui » a-t-elle murmuré. « 3 chaînes, peut-être plus. »« Laisse-les regarder » ai-je dit. « Laisse-les tous regarder. » À l'intérieur du palais de justice, la galerie était déjà pleine. Voisins, avocats, journalistes avec des carnets de notes sur les genoux. Le banc du juge semblait plus petit aujourd'hui. Ou peut-être n'étais-je plus la femme qui était entrée ici en espérant les quitter. Aujourd'hui, je venais pour la vérité. Mes parents étaient déjà assis, leur avocat à leur côté, suffisant comme toujours. Ma mère avait l'air parfaitement composée, un châle en laine douce sur ses épaules, ses mains jointes juste comme il faut. Mon père portait la même cravate argentée qu'il mettait à chaque événement familial, comme si cela aussi n'était qu'une autre occasion formelle.
Le juge s'est éclairci la gorge. Nous nous réunissons pour l'examen final de la tutelle et de la réaffectation de la fiducie. L'une des parties a-t-elle des preuves supplémentaires avant que nous passions au jugement? Je me suis levé. Votre honneur, oui. Alyssa m'a tendu le dossier. Nous appelons un témoin. La notaire Patricia Langford. Elle a été amenée par avion ce matin à notre demande. Un bruissement de chuchotement a parcouru la salle. La femme qui s'est avancée avait l'air ordinaire, peut-être la fin de la cinquantaine, vêtue d'un manteau beige et d'un pantalon bleu marine. Elle a ajusté ses lunettes, a levé la main droite et a prêté serment. Madame Langford, votre sceau de notaire apparaît sur un document soumis par la partie adverse, un document qui prétend que j'ai renoncé à tous mes droits de tutelle. Pouvez-vous nous dire si vous avez notarié ce document? Elle a jeté un coup d'œil au juge, puis droit sur moi. Non, je ne l'ai pas fait, a-t-elle dit. C'est mon sceau. Mais je n'ai jamais rencontré cette femme avant aujourd'hui. Je n'ai jamais été témoin de sa signature. La salle est devenue silencieuse, puis un murmure a éclaté, une vague d'incrédulité parcourant les rangées. Calder s'est levé brusquement. Objection. C'est de la diffamation. Asseyez-vous, a dit le juge sèchement. L'atmosphère dans la pièce a changé. On pouvait le sentir, comme quand une tempête arrive et que le ciel se fige. Alyssa s'est avancée. Votre honneur, en plus du témoignage du notaire, nous avons des photos géolocalisées de l'emplacement de Madame Sloan à la date en question. Elle était à New York pour assister à un symposium. Elle n'aurait pas pu signer de documents dans le Montana. Le juge a feuilleté le dossier. J'ai vu ses sourcils se lever, puis se resserrer. Il s'est tourné vers la table de mes parents. Je n'ai d'autre choix que d'invalider l'amendement. La clause originale de la fiducie reste en vigueur. La tutelle légale et la supervision seront accordées à Madame Penelope Sloan. Avec effet immédiat. Des halètements. Quelques applaudissements, rapidement réduits au silence. J'ai senti mes genoux fléchir un peu, mais je ne suis pas tombé. Puis j'ai regardé mes parents et j'ai dit, une dernière chose, votre honneur. Il a fait une pause. Allez-y. Ma sœur, Isolda Sloan, a déposé une ordonnance restrictive il y a 3 jours sur la base de menaces verbales capturées lors d'un appel avec nos parents. De la poche de mon manteau, j'ai sorti l'enregistreur. J'ai appuyé sur lecture. La voix de ma mère est sortie, nette et sans équivoque. Tu crois que d'avoir des enfants te rend forte? Tu n'es qu'un poids mort. Je vais t'exclure pour de bon. Nouveau halètement. Même la sténographe judiciaire a levé les yeux. Le juge a levé la main. Ça suffit. Il a regardé mes parents comme s'il voyait à travers eux. Je crois que nous avons terminé ici. Les ordonnances du tribunal refléteront que monsieur et madame Sloan doivent suivre une thérapie psychologique avant de demander un droit de visite. Jusqu'à nouvel ordre, tout contact est interdit. Personne n'a bougé. Personne n'a même respiré. Et d'un coup, c'était fini. Dehors, le ciel s'était légèrement ouvert. La chute de neige était douce, presque paisible. Les journalistes planaient près des marches, ne sachant s'ils devaient s'approcher. Isolda est sortie avec les filles nichées dans ses bras. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi, mais son visage était léger, libre. Et puis je l'ai vue. Laï, ma nièce, peut-être 5 ans, serrant à nouveau cette écharpe. Elle m'a regardé et a souri. Ce petit sourire tordu et silencieux. C'était ce moment-là, pas le jugement, pas les mots du juge. Ça. Alors que nous marchions vers la voiture, je n'ai pas parlé à mes parents. Je n'en avais pas besoin. Mon silence en disait assez. J'avais appris quelque chose dans tout cela. Ils n'ont pas perdu parce que je me suis battu plus fort. Ils ont perdu parce que j'ai choisi quelque chose qu'ils ne choisiraient jamais, la vérité plutôt que la peur. La neige a repris alors que je montais dans la voiture. Le chauffage s'est mis à ronronner. Mon téléphone a vibré. Un message s'est allumé sur l'écran. De ma mère. 4 mots. Tu le regretteras pour toujours. J'ai regardé par le pare-brise. Peut-être, mais ça ne m'arrêterait pas. J'ai fixé le message sur mon téléphone pendant un long moment. Tu le regretteras pour toujours. Mais l'écran s'est assombri, et je n'ai pas répondu. 6 mois ont passé. Les saisons ont de nouveau changé. L'affaire judiciaire s'est estompée en un souvenir que la plupart des gens étaient trop polis ou trop mal à l'aise pour mentionner.
Mais son empreinte persistait de manière qu'on ne pouvait pas toujours désigner. Parfois, elle se manifestait dans la façon dont Isolda sursautait à des coups soudains. Parfois, dans la façon dont je me réveillais à 3 heures du matin, le cœur battant, me demandant si nous nous en étions vraiment sortis. C'était un dimanche tranquille, le genre où tout bouge plus lentement et où le café sent plus fort juste parce qu'on l'a préparé en paix. J'étais assise à la table de la cuisine, épluchant une orange pour Arya tandis que les jumelles étaient encore à l'étage en train de se préparer. Isolda fredonnait en versant des céréales dans des bols, ses cheveux attachés en arrière, la tension dans ses épaules enfin relâchée. La cuisine était petite, une petite cuisine de location, mais c'était la nôtre. Les murs étaient d'un bleu pâle, et il y avait un aimant décoloré par le soleil sur le réfrigérateur qui disait « le progrès, pas la perfection ». Nous ne parlions plus beaucoup de nos parents. Pas par pardon. Non, ce n'était pas le mot. C'était autre chose. Une sorte d'acceptation que certaines explications ne viennent jamais. Et quand elles ne viennent pas, le silence peut être plus guérisseur que des réponses qui ne satisfont jamais. J'ai jeté un coup d'œil au mur près du couloir. La boîte cadre y était accrochée tranquillement. À l'intérieur, l'écharpe que j'avais portée la nuit où j'ai traversé la tempête, pliée avec soin. À côté, une petite note que je m'étais écrite une nuit d'insomnie, tu ne dois ton silence à personne. J'ai regardé Arya, ses doigts collants à cause de l'orange, son visage illuminé d'un grand sourire désordonné. Tati, on peut aller au parc. Isolda et moi avons échangé un regard. J'ai souri. Mettez vos chaussures, fermez vos vestes. On part dans 5 minutes. C'était une courte promenade, juste quelques pâtés de maison, mais assez de temps pour qu'Arya sautille en avant et désigne chaque écureuil et chaque nuage de forme étrange le long du chemin. Le parc était presque vide, quelques joggeurs, un couple plus âgé lisant sur un banc. L'air était vif, pas froid, un printemps du Montana se faisant passer pour l'été. Nous nous sommes assises sur le bord du bac à sable pendant que les filles jouaient. Isolda s'est penchée en arrière, ses mains enfouies dans les manches de son pull. Tu sais, a-t-elle dit doucement, ils n'ont même jamais essayé de s'excuser. Je sais. Le journal m'a traité de honte pour avoir divorcé, a dit que tu étais ingrate d'avoir traîné les affaires de famille au tribunal. J'ai laissé échapper un rire sec. Et puis il y avait ceux qui chuchotaient qu'ils nous admiraient. C'est drôle comme ce sont toujours les chuchotements, jamais les voix fortes, qui portent la vérité. Elle a hoché la tête. Est-ce que ça te dérange parfois? J'y ai réfléchi. Plus maintenant. J'ai passé trop de temps à vivre pour l'approbation de gens qui ne me verraient jamais vraiment. Maintenant, je vis, tout simplement. Nous sommes restés assises dans ce silence pendant un moment, regardant les filles se poursuivre avec des pissenlits et des cailloux. La vie dans sa forme la plus simple. Nos parents ne sont pas allés en prison. Il n'y a pas eu de menottes, pas de gros titres, juste l'effondrement lent de tout ce qu'ils avaient construit. Le comité de l'église leur a demandé de se retirer. L'organisation à but non lucratif qu'ils dirigeaient a discrètement fermé, leurs donateurs s'éloignant sans un mot. Certaines personnes sont punies par la loi, d'autres par la vérité, mais la plupart par le temps. Et le temps avait parlé plus fort que n'importe quel jugement de tribunal. Je le voyais dans la façon dont ils évitaient les événements de la ville, dans la façon dont de vieux amis détournaient le regard quand leur nom était mentionné. La réputation est une chose fragile, durement gagnée, facilement brisée. Je ne me suis pas réjoui. Ce n'était jamais le but. J'avais sauvé ma sœur non pas pour prouver quelque chose, non pas pour être une héroïne. Je l'ai fait parce que je savais ce que c'était que d'être abandonné. Et je ne pouvais pas supporter de voir quelqu'un d'autre se noyer dans ce genre de froid. De l'autre côté du parc, Arya m'a fait signe en riant. Elle a brandi un petit bouquet de fleurs écrasées et a crié « Pour toi, Tati ». J'ai répondu par un signe de la main, le cœur se serrant de cette étrange et silencieuse manière dont la guérison opère. Pas accent grave-l'œil, pas triomphante, juste stable. Isolda s'est tournée vers moi. Tu te demandes parfois s'il regrette? J'ai inspiré, j'ai senti l'air traverser ma poitrine comme une question à laquelle je n'avais plus besoin de réponse. Je pense qu'il regrette d'avoir perdu le contrôle, pas de nous avoir perdus. Isolda a hoché la tête, les yeux fixés sur les enfants. On ne parle pas beaucoup de la tempête de neige, a-t-elle dit. Non, mais ça a tout changé. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Certaines choses n'avaient plus besoin d'être dites à voix haute, non pas parce qu'elles n'étaient pas importantes, mais parce qu'elles avaient déjà pris racine, profonde et inébranlable.
Alors que le soleil plongeait légèrement derrière les arbres, j'ai senti une paix s'installer en moi. Pas parfaite, pas indolore, mais réelle. Élèveriez-vous un jour la voix contre votre propre famille, sachant que cela pourrait tout briser? Avez-vous déjà dû choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste? Je l'ai fait, et je le referai. Parce que parfois, ceux qui survivent ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui marchent droit dans la tempête et refusent de laisser quelqu'un seul dans le froid.